Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle d'une affaire française. Le 17 avril 1996, le corps de Willy Pomoty est autopsié. Une sorte de bouillie de chair retenue par les quelques os du crâne qu'il reste remplace le visage de cet homme de 69 ans. Ses poignets et ses chevilles sont attachés par du ruban adhésif noir. Selon le rapport de police, le corps de l'homme sans vie a été retrouvé recroquevillé sur le sol dans une mare de sang. Son visage ainsi que sa boîte crânienne ont été frappés avec un objet contendant. Sur le sommet de son crâne, il y a une profonde blessure qui fait penser à celle d'un marteau de forgeron. Le soixantenaire a des blessures sur le poignet gauche ainsi que sur la cuisse droite et ces blessures semblent avoir été causées par une perceuse. Et pas n'importe quelle perceuse, une perceuse dotée d'un foret à béton, utilisée comme un marteau-piqueur et la blessure est profonde de 6 cm. Le légiste indique que les blessures ont été infligées avant la mort de l'homme, donc il a subi une véritable torture. Il serait décédé suite à un œdème cérébral, provoqué par une perte excessive de sang, mais également lorsque le tueur l'a frappé avec un objet contondant. Selon le médecin légiste, l'homme n'est pas décédé suite au coup porté à la tête. Il a certes eu un œdème cérébral, mais comme en témoignent les hémorragies ainsi que les hématomes, le décès serait survenu après plusieurs heures de torture. Il est fort probable que ce soit l'intensité de la douleur ressentie par l'homme qui a provoqué un arrêt cardiaque, donc la mort de l'homme, et qui a mis fin au supplice dans la nuit du 15 au 16 avril 1996. Les policiers ne voulaient pas communiquer les détails de ce crime morbide, ce qui est tout à fait compréhensible. Cependant, la famille apprendra tous les détails macabres de ce meurtre par la presse ainsi que les médias. Ça n'a pas dû être évident d'apprendre ça dans la presse. L'enquête est ouverte. Qui a tué Willy Pomoty ? Pour commencer, laissez-moi vous dire qui est Willy Pomoty. C'est un ancien architecte. Il est à la retraite et il vit dans une maison à la Celle-Saint-Cloud en banlieue parisienne. Plus précisément, il vit entre Paris et le sud de la France où il a une autre maison et il voit encore sa femme, enfin plutôt son ex-femme puisque les deux sont séparés mais ils sont restés en très bons termes. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, une fille Florence et un fils aîné Eric. Pour son entourage, Willy Pomoty, c'est un homme que tout le monde apprécie. Selon eux, il n'a pas d'ennemis. De plus, il n'a aucun problème financier, il n'a pas de dette, et enfin, il n'a jamais eu affaire à la police ou à la justice. Il est perçu comme un homme aussi serviable qu'agréable, il vit une vie paisible et entretient de très bonnes relations avec son entourage, mais aussi avec ses voisins. Le matin du 16 avril 1996, vers 9 h du matin, la femme de ménage de Willy Pomoty arrive à sa maison. Première chose qu'elle remarque, la voiture de son employeur n'est pas dans l'allée. Elle se dit, c'est un petit peu bizarre, car sa voiture, une Renault Baccarat 5 de couleur beige, est toujours garée ici, et à 9 h du matin, il est assez rare que Willy Pomoty ne soit pas chez lui. Deuxième fait étrange qu'elle observe, lorsqu'elle rentre dans la maison, les tiroirs de l'entrée sont ouverts, les tiroirs de la commode, et des papiers sont étalés partout sur le sol. Elle sent que quelque chose ne va pas et trouve cela d'autant plus étrange que Willy Pomoty est quelqu'un de très organisé. Il a une vie très réglée et ordonnée, rien ne dépasse. Donc le fait qu'il y ait des papiers sur le sol, c'est très bizarre. Elle a peur. Elle se précipite chez le voisin, lui raconte ce qui s'est passé pour que le voisin aille voir, puisque elle ne veut pas aller voir, elle sent que quelque chose ne va pas et elle n'a pas envie en fait, elle a très peur. À son tour, le voisin entre dans la maison, il remarque effectivement que les papiers sont éparpillés au sol, il remarque aussi que la télé n'est pas à sa place et que le matériel vidéo et stéréo de Willy Pomoty a été volé. Il pense immédiatement à un cambriolage qui a mal tourné. Il continue d'avancer dans la maison et il appelle de temps en temps à voix haute Willy en lui demandant s'il est là.
Personne ne répond. Il remarque quelques petites taches de sang et lorsqu'il avance dans le couloir, il y a de plus en plus de sang. Il découvre alors une véritable scène d'horreur. Willie est là par terre. Il gît dans une mare de sang, sans vie. Le voisin ressort précipitamment et appelle la police de Saint-Cloud qui arrive quelques minutes plus tard. La police judiciaire de Versailles est aussi prévenue et la police scientifique commence son travail d'enquête. Sur les lieux, les policiers sont forcés de constater qu'aucune issue a été forcée, il n'y a donc aucune trace d'effraction. Ce qui s'explique très facilement, en effet, la fille de Willie Piemonti dira aux policiers que son père avait pour habitude de laisser tout ouvert car il accueillait très souvent des gens de son entourage et même des voisins. À l'entrée du couloir, il découvre un escabeau adossé au mur qui est recouvert de sang. Derrière la porte des toilettes, il trouve 2 dents cassées ainsi qu'une perceuse tachée de sang. Juste à côté du corps de Willie, il y a une masse couverte de sang, mais aussi des empreintes de pas ensanglantées. Les policiers relèvent toutes les taches de sang qu'ils peuvent relever, que ce soit par terre ou sur les murs. Le crime s'est déroulé au rez-de-chaussée de la villa de Willie Piemonti et le meurtrier a agi de manière très violente. En tout, les experts légistes relèvent 19 empreintes digitales inconnues sur les meubles, les poignées de porte, les outils, mais aussi sur les rubans adhésifs. Seulement 7 d'entre elles sont utilisables sans pouvoir être identifiées. La seule chose que les policiers savent, c'est qu'elles n'appartiennent pas aux gens qui ont l'habitude de venir chez Willie Piemonti. Aussi, dans un cendrier, il relève 2 ADN masculins différents sur 3 mégots de cigarettes de marques différentes. L'un des 2 ADN correspond à celui de la victime et ils font le parallèle avec la marque de cigarette que Willie Piemonti avait l'habitude de fumer. Cependant, l'autre ADN n'est pas celui de Willie Piemonti et il n'a pas pu être comparé. En 1996, il n'existe pas de base de données ADN centrale. Donc, c'est assez compliqué de comparer des empreintes et de retrouver un tueur. Concernant les empreintes de chaussures, il ne s'agit que d'empreintes partielles. Les policiers arrivent tout de même à déterminer qu'il y a 2 types différents de baskets. Ils sont capables d'identifier la marque, le type ainsi que la pointure, assez vaguement tout de même car ils disent que c'est entre 39 et 41. Les experts concluent que ces marques, ces empreintes de chaussures, auraient pu être laissées par les enquêteurs lors de la découverte et lors de l'analyse de la scène de crime. La police interroge le voisinage. Parmi le voisinage, une des voisines leur dit que Willie Piemonti était un homme très sympathique et qu'il était toujours serviable, qu'elle n'avait jamais eu de problème avec lui. Elle se souvient que la veille, lorsqu'elle fermait ses volets aux alentours de 23h15, elle a vu la voiture de Willie Piemonti quitter la maison. Ce qu'elle a trouvé fort bizarre car ce n'était pas dans les habitudes de Willie Piemonti de partir à cette heure-là. Les enquêteurs pensent donc qu'il s'agit d'un vol. Et ils entrent immédiatement la voiture sur la liste des véhicules recherchés. 2 semaines plus tard, le 30 avril 1996, la voiture est retrouvée en banlieue parisienne, près d'une cité, à Ivry-sur-Seine. Ils examinent le véhicule à la recherche de traces exploitables et dans le coffre vide, ils se rendent compte qu'il y a des empreintes qui auraient pu être laissées par du matériel lourd comme par exemple du matériel vidéo et du matériel stéréo. Aussi, les enquêteurs relèvent une empreinte complète de la main sur la vitre arrière de la voiture. Cela ne fait guère avancer l'enquête, car pour pouvoir comparer cette empreinte, il faudrait un suspect. Or, ils n'ont pas de suspect. Après avoir relevé tous les indices qu'ils pouvaient relever sur la voiture, les policiers relèvent les plaques d'immatriculation du voisinage afin de faire leur enquête. Ils s'intéressent plus particulièrement à la vie de ce secteur dans l'espoir de retrouver le voleur de la voiture. Et par la même occasion, peut-être le tueur. Contre toute attente, c'est un appel anonyme que les policiers reçoivent. Un résident de la cité leur explique que la veille, il a vu un groupe de jeunes autour de la fameuse voiture. La brigade des stupéfiants du Val-de-Marne connaît ces individus, notamment parce qu'ils sont impliqués dans des affaires de consommation de stupéfiants, de vol avec violence, de séquestration et de port d'armes. La théorie du cambriolage qui aurait mal tourné se précise de plus en plus et confirmerait ainsi la violence du meurtre de Willie Piemonti.
Le 14 mai 1996, les 5 jeunes, 4 hommes et une femme dénoncés par le résident de la cité, voient leur domicile se faire perquisitionner. Ils sont ensuite placés en garde à vue et ce qui devait être un nouveau rebondissement et certainement la fin d'une affaire est en réalité une fausse piste. En effet, bien que certains de ces jeunes fument la même marque de cigarette qui a été retrouvée dans le cendrier de Willy Pelletier et que leurs chaussures correspondent aux empreintes que les enquêteurs ont relevées, ils ont tous un solide alibi pour le jour du crime. Les policiers comparent tout de même leurs empreintes avec les empreintes retrouvées sur la scène de crime. Cela ne donne rien. Ils sont donc relâchés et l'enquête est au point mort pendant 10 années. En 2006, c'est la juge d'instruction Sylvia Zimmermann qui décide de rouvrir l'enquête car elle ne supporte pas que ce tueur en question soit toujours en liberté. De plus, les techniques médico-légales ont évolué et depuis 2001, il existe une base de données ADN nationale. Elle contient les profils ADN de tous les délinquants sexuels qui ont déjà été condamnés. En 2003, le système a même été étendu à toute personne soupçonnée de vol et de violence. Le 9 juin 2006, la juge demande à ce que l'ADN retrouvé sur les mégots de cigarettes soit comparé à cette base nationale. Et ça match. En effet, cette ultime vérification compare non seulement les délinquants sexuels, mais aussi les auteurs de petits délits. Elle contient environ 17 000 profils différents. Ils savent donc à présent qu'un homme de 46 ans, nommé Michel Ambras, était dans la maison de Willy Pelletier, a fumé une cigarette avec Willy Pelletier. Reste à savoir maintenant s'il est le tueur. S'il est dans les données de la FNAEJ, c'est parce qu'il a commis des vols, des escroqueries et des falsifications de chèques. FNAEJ, fichier national automatisé des empreintes génétiques. Le 15 septembre 2006, le suspect Michel Ambras est interpellé à son domicile d'Aulnay-sous-Bois où il vivait avec sa femme et ses 4 enfants. Il est dans un premier temps placé en garde à vue avant d'être emmené dans les locaux de la police judiciaire de Versailles pour y être interrogé. Dès sa première audition, il nie avoir été à la selle Saint-Cloud et leur dit « Vous faites erreur, je n'étais pas là-bas. Concernant la marque de cigarette, vous avez dû vous tromper. Bref, je ne suis pas l'homme que vous recherchez. » Pendant ce temps, ces empreintes sont comparées avec celles retrouvées sur la scène de crime, ainsi que l'empreinte que les enquêteurs avaient découverte sur la vitre arrière du véhicule. Après plusieurs heures d'interrogatoire, l'homme change soudainement de version, confirmant sa présence sur place. Âgé de 36 ans au moment des faits, il explique aux enquêteurs que le 15 avril 1996, il s'est disputé avec sa femme. Ils étaient sur Paris à ce moment-là et il avait besoin de prendre l'air, de sortir de chez lui. Après avoir quitté son domicile, il prend un train en direction de Versailles, sans itinéraire précis. Aux alentours de 17 h, il descend à la station de la selle Saint-Cloud pour marcher un petit peu et il dit que cette ville lui semble fort sympathique. J'ai marché sans but dans les rues jusqu'à ce que je voie cette villa avec une grande façade en verre. Je voulais regarder de plus près. Michel Ambras entre dans le jardin et observe le résident en train de bricoler. Vers 19 h, Ambras, pensant que le propriétaire est parti, s'introduit dans la maison par la porte d'entrée qui était déverrouillée. Il fouille les meubles, on ne sait pas vraiment pourquoi, je ne sais pas vraiment ce qu'il cherchait, et lorsqu'il fouille les meubles, il est interrompu par le propriétaire qui l'agresse avec une perceuse. Il dit ensuite aux enquêteurs que pour se défendre, il a réussi à attraper la perceuse, à asséner un coup au propriétaire de la maison, ce qui l'a fait saigner. Il précise s'être retrouvé comme dans un état second lorsque l'homme est tombé au sol inconscient, mais qu'il est sûr d'une chose, l'homme n'était pas décédé lorsqu'il a quitté la maison. Il a tout de même pris le temps d'enlever ses vêtements qui étaient tachés de sang, de récupérer des vêtements de Willy Pelletier afin de se changer, de prendre un sac plastique pour mettre ses anciens vêtements dedans et de partir. Avant de partir, il efface ses empreintes, récupère du matériel vidéo et stéréo qu'il place dans la R5 de Willy Pelletier et part aux alentours de 23 h 15. Son but à lui, c'est de rouler jusqu'à Paris, porte de Clignancourt dans le 18e, et de trouver un hôtel où passer la nuit.
Il abandonne la voiture sur un parking rue du Ruisseau et jette le sac plastique dans une poubelle de la ville. À la suite de cette première version, les policiers lui montrent des photos qui avaient été prises par l'équipe judiciaire, ce qui provoque chez lui un fort dégoût. Jamais il n'aurait pu faire une chose pareille. Les agents restent tout de même perplexes. Selon eux, la déposition est soit incomplète, soit inexacte. Surtout lorsque l'interpellé dit ne pas avoir fumé chez Willy Pomoty et ne pas non plus avoir attaché le retraité, alors que tous les faits tendent à prouver le contraire. Le 14 septembre 2006, le suspect est mis en examen pour meurtre avec acte de torture et de barbarie. Envoyé dans la maison de Bois d'Arcy située dans les Yvelines, il ne cesse de déclarer son innocence. 5 jours après son incarcération, il écrit une lettre à sa sœur. Et quelques jours plus tard, il décide d'écrire une lettre à la juge d'instruction, Sylvia Zimmermann, lui disant qu'il a des choses à lui dire. Sa demande est prise très au sérieux, donc il sera reçu. Sa seconde version des faits relate une toute autre histoire. Il s'est rendu chez Willy Pomoty avec un certain Patrick Lepetit, un homme qu'il avait rencontré quelques années plus tôt dans un bar. Son rôle à lui était de monter la garde pendant que Lepetit s'introduisait dans la maison pour voler des choses. Pendant toute l'opération, les deux hommes sont restés en contact avec des talkie-walkie afin de se dire comment les choses se passaient et de prévenir l'un l'autre s'il y avait des voisins ou les policiers qui arrivaient. Peu de temps après, le petit lui dit « J'ai fait une bêtise » et Ambras découvre le corps du soixantenaire. Si Michel Ambras a gardé le silence pendant plus de 10 ans, c'est tout simplement parce que le petit l'aurait menacé, lui et sa famille, de mort s'il disait quelque chose. Après avoir chargé la voiture, le petit serait parti avec. Ambras, lui, serait resté dans la maison car il était apeuré. Il serait revenu à l'intérieur du salon, aurait fumé une cigarette en attendant un taxi qui serait venu le chercher. Ensuite, il serait rentré à son hôtel et depuis cette nuit, il n'a jamais revu le petit. Lorsque les enquêteurs lui demandent plus de détails en vue d'arrêter le complice, Michel Ambras leur fait une description brève, très très brève, de son physique et leur dit « il habite vers Villeneuve-la-Garenne ». C'est tout. Les policiers auraient retrouvé plusieurs individus pouvant correspondre à ce Patrick Lepetit. Ils présentent les photos à Michel Ambras et ce dernier leur dit « oui, c'est lui ». Et les affirmations fournies par Ambras sont avérées puisque Patrick Lepetit a déjà fait de la prison. Il est notamment connu des services de police pour des vols avec violence, des menaces et des atteintes à la vie humaine. Donc, tout ce qu'Ambras dit, ça peut être vrai, car selon lui, c'est lui qui a tué Willy Pomoty, et quand on regarde les faits, les policiers se disent « c'est probable ». Seulement voilà, certains éléments ne collent pas. Les empreintes digitales ne coïncident pas, et le jour du meurtre, Patrick Lepetit travaillait de 19h à 8h du matin. Donc, aucun moyen pour lui d'avoir été sur les lieux, d'avoir été à la Selle Saint-Cloud à ce moment-là. Qui plus est, l'homme est décédé d'un cancer en prison en 2005, donc impossible de l'interroger sur ça. Face à cette information, Michel Ambras dit qu'il est surpris et qu'il ignorait tout ça. Jusqu'en 2008, Michel Ambras est incarcéré et ne donne aucune explication supplémentaire. Le 3 septembre 2008, le juge demande une reconstitution des faits. Sur place, l'accusé maintient qu'il n'a rien fait. Il reste très calme et très poli, mais il refuse de mimer les gestes de l'acte. Cette reconstitution des faits n'apportera pas plus d'éléments et jusqu'à son procès, Michel Ambras maintiendra sa deuxième version des faits. Le 13 septembre 2010, le procès de Michel Ambras s'ouvre devant la cour d'assises de Versailles. Ses avocats basent leur plaidoirie sur la personnalité ainsi que les antécédents de leur client. Il n'y a aucun acte de violence qui a été recensé. Cependant, l'ADN retrouvé sur la scène de crime atteste de sa présence. Après 3 jours de débat, l'avocat général requiert une peine de 30 années de réclusion criminelle. Malgré les nombreuses questions qui restent sans réponse, le verdict est le suivant. Michel Ambras est condamné à 25 années de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté de 2/3. L'accusé ne fera pas appel. Il sera même libéré prématurément car atteint d'un cancer, il décède à l'âge de 58 ans à Paris, dans le 18e arrondissement. Voilà, c'est la fin de cette affaire française. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous la connaissiez et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.